Bonjour à tous. Homicide à Négronde, enquête sur le meurtre de Jean-Louis Tétart. Explication dans cette vidéo. Ce jour d'octobre 2023, Georges B. rentre chez lui, à Négronde, non loin de Périgueux, après une absence de 15 jours. Mauvaise surprise, l'eau ne coule plus au robinet du lavabo. Apparemment, la conduite est bouchée. Georges appelle aussitôt son propriétaire, Jean-Louis Tétart, qui habite le logement contigu, dans le centre du bourg, place Antoine Sudreau. La réponse arrive par texto, le plombier sera prévenu sans attendre. Mais les jours passent et aucun plombier ne se manifeste. Georges finit par aller sonner chez son proprio. Personne. Il questionne les voisins. Aucun n'a vu le retraité depuis plusieurs jours. D'ailleurs, ils ne s'en plaignent pas, Jean-Louis Tétart, depuis un moment, se montre de plus en plus grincheux. Ce n'est pourtant pas un mauvais bougre. À 81 ans, c'est simplement un homme malheureux, brisé par le chagrin. Jean-Louis, ancien ouvrier dans une usine d'affûtage, a épousé sur le tard, la cinquantaine passée, la femme qui a illuminé sa vie. Francine, une divorcée pleine de vitalité et de fantaisie. C'est à la même époque, au début des années 90, que le couple s'installe à Négronde, près de l'église. Dans une vieille bâtisse constituée de 2 logements accolés. Jean-Louis et Francine s'attribuent le plus spacieux et aménagent l'autre, au-dessus du garage, afin de le louer. C'est le début d'une existence agréable faite de voyages, de soirées avec les amis de l'association de danse folklorique locale. De balades dans la vieille MG décapotable que Jean-Louis bichonne comme une œuvre d'art. Trapu, costaud, l'homme a toujours été un gros bosseur, mais c'est aussi un bon vivant, en même temps qu'un type serviable. Toujours prêt à sortir sa trousse à outils pour dépanner un voisin. Comme prévu, afin d'arrondir les fins de mois, le second appartement est mis en location. Ce qui ne va pas de soi. Le premier locataire s'avère non seulement être un mauvais payeur, mais il est recherché par la police. Heureusement, son successeur dans les lieux, Georges B., un Belge venu passer sa retraite en Dordogne, est au contraire charmant, irréprochable et agréable à vivre. Enchantés de sa présence, Jean-Louis et Francine retrouvent leur tranquillité d'esprit. Plus pour longtemps, hélas. Car le malheur est là, qui se tient en embuscade. Le 5 décembre 2020, brutalement, Francine est emportée par la maladie. Elle avait 70 ans. Ses obsèques, au cimetière de Sarlat, sonnent le glas de 30 années de bonheur. Pour Jean-Louis, le choc est terrible, d'autant plus insurmontable que lui-même, à 78 ans, commence à décliner. Il souffre de problèmes cardiaques, de diabète, fait des malaises à répétition. Mais c'est son caractère surtout qui change du tout au tout. En un rien de temps, le voilà devenu un vieil homme aigri, cloîtré dans sa maison, passant des heures devant la télé à regarder des westerns. Il semble en vouloir à la terre entière, s'emporte sans raison contre ses voisins, qu'il traite de tous les noms. Ne trouve plus grâce à ses yeux que Coco, son chat blanc, Georges, son fidèle locataire. Et sa belle-fille Elvire, la fille de Francine, née d'un premier lit. Jean-Louis ne sort plus de chez lui que pour aller rendre visite à Elvire chez elle, à Sarlat, ou pour se recueillir sur la tombe de sa compagne. Il ne s'absente jamais plus d'une journée ou deux, confiant alors ses clés à Georges pour qu'il s'occupe du chat. Voilà pourquoi celui-ci, de retour chez lui après 2 semaines d'absence, en octobre dernier, ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi Jean-Louis reste-t-il injoignable? Où est-il passé? Coco, son matou, traîne-t-il toujours dehors? Le 24 octobre, la perplexité de Georges B. fait place à de la stupéfaction. De sa fenêtre, il voit une inconnue sortir de chez Jean-Louis en emportant le frigo sur un diable. La femme, d'une 40aine d'années, les cheveux rouges rasés sur le côté façon teufeuse, un piercing à la lèvre, est accompagnée d'une gamine. Elle ne cherche pas à se cacher et referme soigneusement la porte à clé derrière elle. Qu'est-ce que cela signifie? Quelques jours plus tard, la voilà de retour. Cette fois, elle repart avec un caddie plein de sacs de vêtements. Croisant un habitant du quartier, Georges lui demande s'il sait qui est cette personne. Oui, c'est Laetitia G., elle habite place de l'église, de l'autre côté de la maison de Jean-Louis. Elle a 2 gosses et un copain, Nicolas, qui travaille avec elle à la scierie. Elle dit que Jean-Louis lui a confié ses clés pour qu'elle nourrisse le chat. Il avait paraît-il envie de prendre quelques jours de vacances seul. Le samedi 4 novembre, Georges, de plus en plus alarmé, appelle Elvire, à Sarlat, pour lui signaler la disparition de son beau-père. La jeune femme, inquiète à son tour, le prie d'intervenir. « S'il vous plaît, Georges,
allez voir cet inconnu et donnez-lui mon numéro de téléphone. Dites-lui de m'appeler sans faute. Georges s'acquitte de sa mission. Le soir même, Elvire reçoit un SMS de Laetitia. J'ai eu votre beau-père au téléphone. Il pense revenir au plus tard dans 15 jours. Bizarre. Les jours suivants, les deux femmes échangent plusieurs textos, mais toujours aucune nouvelle directe de Jean-Louis. Quand Elvire menace d'appeler les gendarmes, l'autre essaie de l'en dissuader, je vais le prévenir. Attendez avant de les appeler. Le vendredi 10 novembre, Laetitia revient à la charge. Je viens d'avoir Jean-Louis au téléphone. Il m'a dit qu'il prend le bateau mercredi et qu'il vous rappellera jeudi. Quel bateau? Pourquoi ne se manifeste-t-il pas lui-même? Tout cela sent mauvais. Elvire et Georges ne sont pas les seuls à s'inquiéter. Jean-Louis ne s'étant pas rendu à sa consultation chez son cardiologue, celui-ci, craignant le pire, téléphone à la mairie de Négronde. Madame le maire décide de se faire ouvrir la maison. Elle est vide? Entre-temps, certains ont croisé Laetitia au volant d'une voiture blanche qui ressemble furieusement à celle du disparu. Simple coïncidence? Le 27 décembre, excédée par tous ces mystères, Elvire finit par faire ce qui s'impose, alerter la gendarmerie. Dès le lendemain, des hommes en uniforme visitent à leur tour la maison, en présence de Laetitia G, qui explique. Quand on lui demande pourquoi elle a embarqué le frigo. Jean-Louis m'avait demandé de le prendre pour le faire réparer. L'enquête qui débute apporte d'autres éléments inquiétants. Le portable de Jean-Louis a cessé d'émettre le 17 octobre. Quant à sa carte bleue, elle a été utilisée à plusieurs reprises depuis sa disparition. Par qui? Laetitia G, qui se sent dans le collimateur, tente de donner le change. Elle se plaint publiquement d'être emmerdée par toute cette histoire alors qu'elle avait juste pris les clés de Jean-Louis pour lui rendre service. Le 1er janvier au matin, les gendarmes frappent à la porte de la femme aux cheveux rouges, munie d'un mandat de perquisition. Les lieux sont fouillés de fond en comble en présence des deux enfants, une fille et un garçon de 13 et 16 ans, et du compagnon de Laetitia. On découvre d'abord un balai taché de sang. Puis, au fond d'une citerne, à la cave, le cadavre de Jean-Louis Tétart. En état de décomposition avancée. En garde à vue, la suspecte ne cherche pas à nier. Oui, c'est bien elle qui a caché le corps au sous-sol. Mais il n'y a pas eu meurtre, c'était un accident. Le 17 octobre, le retraité serait venu chez elle et aurait eu des gestes déplacés. Elle l'aurait repoussé et il serait alors tombé en arrière, heurtant de la tête le coin d'un meuble. Le voyant sans connaissance, elle se serait affolée et l'aurait descendu à la cave, à l'insu de tout le monde. L'autopsie, de fait, confirme la présence d'un hématome au crâne, mais révèle aussi des traces de violence au niveau du cou. Mise en examen pour meurtre, Laetitia G, bien que présumée innocente, a été écrouée. Depuis cet épilogue tragique, à Négronde, beaucoup estiment que Jean-Louis était bien incapable d'agresser qui que ce soit. D'autres affirment que depuis le décès de son épouse, il aurait fait des propositions sans équivoque à plusieurs femmes du village. Quoi qu'il en soit, comment Laetitia G a-t-elle pu croire que la disparition du vieil homme passerait inaperçue? Et qu'elle pourrait le dévaliser en toute impunité? Et comment a-t-elle pu réveillonner en famille, pour Noël et pour le Nouvel An, au-dessus du cadavre de sa victime? Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.